la façon dont on obtient l'information n'est pas non plus pertinente. Les membres de la presse, les blogueurs, les personnes sur les réseaux sociaux, les participants aux réseaux sociaux, les hôtes de sites web doivent absolument faire tout ce qui est en leur mesure pour que ne soit pas dévoilée l'identité de témoins protégés. Et ils doivent aussi faire tout ce qui est à leur possible pour que ne soit pas disséminé en deuxième main ce type d'information. Ça, c'était ma première recommandation. Deuxième recommandation, elle est plus didactique. Disons qu'elle se base plutôt sur la morale plus que sur le droit. La CPI est une cour qui dit le droit. Ce n'est pas une arène politique. Notre travail ici est très important et sérieux. Il s'agit d'un procès qui est basé sur un règlement de procédure qui doit être suivi pour décider en fin de compte si l'accusé est innocent ou coupable des crimes qu'on lui reproche, qu'on leur reproche. Donc les règles et les articles de droit que nous appliquons dans cette cour sont reconnus par la communauté internationale. Et là, c'est encore plus important, sont reconnus aussi par la Côte d'Ivoire, qui a ratifié le statut et qui s'est donc engagé à le suivre et à reconnaître la Cour ainsi que ses règlements. Mais si l'on veut appliquer la loi, si l'on veut comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, et si, en fin de compte, de rendre une décision libre, je répète, libre et informée et indépendante, et, nous l'espérons, juste, la Chambre doit analyser les documents, mais doit aussi entendre le récit des personnes qui ont assisté aux faits, qui ont vécu ces faits et qui nous font part de leur expérience. Ces personnes, et là je parle des témoins, par définition, ne sont ni pour ni contre l'accusé ou les accusés. Cela dit, ils sont obligés de venir ici pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et nous, en tant que juges de cette chambre, devons comprendre ce qu'ils disent, évaluer leurs propos, afin, comme je l'ai dit, de rendre cette décision de façon libre et de façon informée. Je demande donc, je fais appel à cette obligation éthique qui est encore plus forte que l'éducation juridique, surtout lorsqu'il s'agit de journalistes. Ils ont une déontologie, ils doivent prendre en compte leur droit et leur devoir d'informer, qui est le droit même de tout journaliste. Ils ont le droit d'informer, certes, mais ils doivent mettre cela en regard de leur propre responsabilité. En effet, ils sont là pour donner des informations correctes. Ils ne doivent pas donner des informations qui mettraient en danger la vie de certaines personnes. Et ils ne doivent pas non plus se lancer dans quelque chose qui pourrait déclencher des propos incendiaires. Nous ne voulons pas mettre de l'huile sur le feu, absolument pas. Nous voulons faire notre travail du mieux que nous le pouvons. Nous sommes tous ensemble pour faire la même chose. Les observateurs devraient donc faire très attention à ce qu'ils entendent et surtout à la façon dont ils diffusent les nouvelles qui sortent de ce prétoire.
I think we can let it. Sur ce, je pense que nous pouvons passer à autre chose. Évidemment, nous attendons le dépôt du rapport, mais pour l'instant, je demande au greffier d'audience de bien vouloir faire entrer le témoin afin que nous puissions poursuivre sa déposition. Just for how long? Le président, vous pensez en avoir pour combien de temps? Et je m'adresse à vous, maître Aucher, je m'adresse également à maître Knops. Donnez-nous juste un ordre d'idée. Est-ce que vous avez une estimation? Maître Aucher, évidemment, tout dépend des réponses qui seront apportées, des objections qui seront éventuellement soulevées. Je pense en avoir au moins jusqu'à l'après-midi, étant donné l'heure qu'il est maintenant. Je ne suis pas certain. J'en ai peut-être pour 2 heures. Le président, très bien. Maître Knops. Maître Knops. Monsieur le président, nous pensons l'avoir pour 2 heures, 2 heures et demie. La défense de M. Blégoudet en aura pour 2 heures ou 2 heures et demie. Évidemment, nous ne poserons pas des questions. Nous éviterons de poser des questions qui auront déjà été posées par l'équipe de défense Gbagbo. Nous pouvons d'ores et déjà rassurer la Chambre. Nous ne ferons pas de redites. Nous pensons l'avoir pour 2 heures, 2 heures et demie. S'agissant de ce témoin, à moins que Maître Hocher n'aborde tous les thèmes que nous avions l'intention d'aborder. Le président, merci, très bien. Sur ce, je donne la parole à la défense Gbagbo. Vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire. Microphone, Maître Hocher, s'il vous plaît. I apologize. Je vous prie de m'excuser. Bonjour, monsieur le témoin. J'espère que vous êtes bien reposé après le week-end. Je vais commencer aujourd'hui. Je vais bien évidemment continuer avec ce qu'on a à partir avec la dernière fois. Mais avant cela, je vais commencer par vous demander ceci. Vous avez fait une déclaration qui était datée le 2 janvier 2015. Donc, il y a à peu près une année maintenant depuis votre déclaration, n'est-ce pas? Monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu les choses que je viens de dire ou pas? Je n'ai pas entendu, veuillez répéter. Alors, j'ai dit qu'on va continuer avec ce qu'on a parti avant le week-end. Mais pour le moment, je vais vous demander certaines préliminaires sur votre déclaration que vous avez faite au procureur. Vous avez fait une déclaration
qui est daté le 2 janvier 2015. Et quand je dis déclaration, c'est-à-dire que vous êtes questionné par le bureau du procureur à ce moment-là, il y a à peu près une année. Vous vous souvenez de ça? Il faudrait que vous me rappeliez ce que le bureau du procureur m'a demandé. Là, je peux vous répondre. Je répète ce que j'ai dit semaine passée, c'est que d'écouter mes questions bien, essayer de répondre seulement à mes questions. Mon question, c'est simplement ceci. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a à peu près une année, vous étiez questionné par le bureau du procureur et vous avez donné les réponses et vous avez produit une déclaration? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous voulez dire la question qu'ils m'ont posée à Abidjan? C'est bien cela? Ils m'ont demandé si je pouvais venir témoigner. Ils m'ont demandé quel était mon état de santé. J'ai dit que je pourrais venir témoigner. Et il vous avait demandé de leur expliquer votre situation, et expliquer toute votre histoire en ce qui concerne les événements, n'est-ce pas? Non, ils ne m'ont pas demandé cela. Vous avez parlé du marche du 16 décembre 2010 au procureur ce jour-là. Ce que je vous ai dit ici, c'est ce que je leur ai dit. Après que le procureur vous avait posé les questions sur cet événement, et que vous avez donné vos réponses, il avait écrit une déclaration. Est-ce que cette déclaration était relue à vous? Je n'ai pas vu d'autres déclarations. La déclaration dont vous parlez, il faut m'en donner les preuves. On a fait beaucoup de déclarations. I'll take this moment to... Le procureur, je vais intervenir simplement pour mentionner le fait que les dates qui ont été mentionnées ne sont pas les bonnes dates. Il n'y a qu'à regarder la déclaration. Il semble y avoir une erreur dans la partie attestation de l'interprète. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà, je voulais simplement apporter cet éclaircissement. Vous pourriez tout simplement lui montrer la déclaration. Sorry, that's my... Maître Rocher, pardon, autant pour moi, c'était de ma faute. C'était effectivement de ma faute. Je regardais la dernière page de la déclaration, or je devais regarder l'avant-dernière page, qui porte effectivement la date du 2 février 2015. Je vais donc demander à ce que cette déclaration
soit montré aux témoins. Est-ce que cela signifie que nous devions passer à huis clos partiel? Non, ce n'est pas le cas. Non, très bien. Qu'on ne la montre pas à l'écran. Est-ce que l'on pourrait remettre aux témoins sa déclaration? Le président, est-ce que vous lui montrez un exemple, une copie papier? Maître Rocher, enfin, le témoin vient de dire qu'il voudrait une preuve de sa déclaration. Le président, présentez-lui une copie papier alors. À ce moment-là, ça serait plus facile. Monsieur l'huissier, veuillez remettre une copie papier au témoin de sa déclaration. And we have clean copies if need be. Le procureur, nous avons des copies non annotées si vous en avez besoin. Okay. Monsieur le témoin, je suis bien au courant du fait que vous ne savez pas lire, mais je vous montre tout simplement le document auquel on parle, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez de ce document, même si vous ne lisez pas? Je ne sais pas lire. Comment voulez-vous que je me souvienne de ce document? Il faut peut-être me dire de quoi il s'agit. Je sais que j'ai fait une déclaration, effectivement. Mais le contenu, c'est à vous de me dire ce qu'il y a dans ce document. If you Maître Rocher, regardez le document, s'il vous plaît. En bas, vous allez voir une empreinte de doigt. Vous voyez une empreinte de doigt? Il faut répondre au microphone parce que Oui, je vois l'empreinte digitale. et effectivement, ce document, c'est votre déclaration. Ça, ce n'est pas en dispute entre le procureur et moi. C'est votre déclaration et voilà votre empreinte de doigt. Vous avez mis les empreintes de doigt sur la déclaration il y a à peu près une année, n'est-ce pas? C'est exact. Can the document be brought back to me, please? veuillez me ramener le document, s'il vous plaît. Now, once this statement, Maître Rocher, une fois cette déclaration, une fois que cette déclaration était produite, est-ce que le document était relu à vous? Je suis venu ici, la déclaration que j'ai faite, on me l'a lue ici, quand je suis arrivé ici. Ça, c'était combien de temps avant que vous êtes arrivé dans la salle? Quand je suis arrivé ici, le lendemain, on m'a lu la déclaration. Et vous êtes ici combien de temps maintenant? Je suis ici, cela fait plus de 11 jours. 13 jours, nous sommes le 13e jour.
Merci beaucoup pour cette information. Mais si vous pouvez réfléchir sur le moment que la déclaration était produite, en février de l'année passée, à ce moment-là, quand vous avez rencontré le procureur, est-ce que le procureur a relu le document à vous après que vous avez répondu aux questions au procureur? Et maintenant, je parle il y a une année, quand vous étiez à Abidjan. Non, on ne m'a pas lu ou relu le document à Abidjan. Donc, le paragraphe suivant, que je vais lire maintenant, n'était pas lu à vous. Il m'a été dit que la conclusion de l'entretien... I'll make an objection here. Monsieur MacDonald, je dois soulever une objection, maître O'Shea, je ne sais pas pourquoi. Monsieur MacDonald, Witness? soyons justes envers le témoin. Lorsque vous posez des questions qui ne sont pas claires, surtout vu la qualité du français que vous parlez, et je vous prie de m'excuser pour cela, il est important que vous gardiez à l'esprit ceci. Vous lui demandez de lire de textes qui auraient été lus ici, sur le terrain. Moi-même, j'avoue que je ne sais pas où vous voulez en venir. Soyez juste, posez des questions qui pourraient éventuellement être directives sur ce sujet. Je ne veux pas influencer la réponse du témoin, donc je n'en dirai pas plus. Je m'assois. Don't understand the objection. Maître O'Shea, je ne comprends toujours pas la nature de cette objection. J'ai posé une question. Je vais la reposer, simplement pour la gouverne de mon contradicteur. Je parle de quand vous étiez en Abidjan avec le procureur. Il y a une année, vous étiez avec le procureur, il vous avait posé les questions, vous avez donné les réponses. Il y avait une déclaration qui a été produite, qu'on vient de remettre à vous. À ce moment-là, est-ce que le procureur vous avait relu votre déclaration? Quand ils ont eu fini de faire la déclaration, ils l'ont lu et sont partis avec la déclaration. C'est comme ça que ça s'est passé. Sorry, just a moment. Maître O'Shea, un instant, je vous prie. The witness, can someone tell me what it was? Maître O'Shea, début d'intervention inaudible. Quelqu'un peut-il me dire de quoi il s'agit? Est-ce que Maître O'Shea pourrait répéter sa question, s'il vous plaît? It's written over here. Once Yes. they had finished the Le président, une fois que on a fini la lecture de la déclaration, ils sont repartis avec la déclaration, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qui est inscrit ici. Ce n'est pas très clair. Donc, ils vous avaient relu la déclaration et puis ils ont parti. Est-ce qu'avant de partir, ils vous avaient donné l'opportunité de corriger votre déclaration? C'est moi qui ai fait la déclaration. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Il n'y avait rien à changer ou à amender. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Donc, il n'y avait plus lieu de prendre la déclaration pour changer quoi que ce soit. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Et ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit. Ok, merci.
Excuse me, and what you said was... Le président, pardon, est-ce que vous avez dit a été consigné par écrit? Oui. Le président. Mr. President, Maître O'Shea, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, rappelez-vous que nous avons eu précédemment un débat au sujet d'un extrait vidéo. Il s'agit principalement d'une vidéo qui a été radiodiffusée, où l'on voit Guillaume Soro. Il y a un message de Guillaume Soro, ainsi que des images d'hommes accompagnant Guillaume Soro alors qu'il faisait une déclaration. Il y a aussi des commentaires de la part d'un journaliste qui se rapporte à la marche de l'époque. Mon contradicteur a soulevé une objection à ce moment-là. Et vous-même, Monsieur le Président, vous m'avez demandé de quelle manière j'avais l'intention d'exploiter cette vidéo. J'avais dit que je voulais simplement opposer cette vidéo au témoin, lui présenter les propos même tenus par Guillaume Soro, ainsi que le contenu de la vidéo, afin de lui poser des questions pour savoir si cela changeait son point de vue sur ce qu'il avait entendu à la radio ou pas, car à notre avis, il y a une incohérence entre les deux. Nous estimons que la vidéo est pertinente et c'est pourquoi nous souhaitons que le témoin réagisse à cela une fois qu'il l'aura vu et entendu. Je ne sais pas si vous souhaitez statuer là-dessus maintenant ou si vous souhaitez entendre le point de vue de l'autre partie d'abord. Le Président, il s'agit d'abord de savoir si le témoin a déjà vu cette vidéo, parce que, enfin, tout dépend de la réponse qu'il apportera. Et il pourra dire quelque chose au sujet de la vidéo s'il ne l'a pas vue auparavant. Maître O'Shea, enfin, nous n'avons pas de réponse définitive à cette question, à moins que la vidéo ne lui soit montrée. Je soupçonne personnellement qu'il ne l'a pas vue au préalable, et je préférerais que vous vous prononciez en partant du principe qu'il n'a pas vu ou en supposant qu'il ne l'a pas vu. Nous pouvons poser cette question à titre préliminaire si vous le souhaitez. Le Président. Nous allons nous retirer pour discuter de cela. C'est une règle de 5 minutes que nous avons établie. Je veux simplement vous le rappeler. Dans 10 minutes, nous serons de retour à 12h30. Maître O'Shea, merci, Monsieur le Président. This is the ruling concerning the... Le juge président, voici notre décision concernant l'utilisation de la vidéo CIV D-0001-50570 dans le cadre de l'interrogatoire du témoin T547 par la défense Gbagbo. La Chambre a entendu les observations des parties et considère que cette vidéo peut être montrée aux témoins sans préjudice d'utilisation ou de présentation d'éléments de preuve ultérieurement pour préciser la date à laquelle cette vidéo a été présentée pour la première fois. Veuillez poursuivre, Maître O'Shea. Maître O'Shea, je vous remercie, Monsieur le Président. If the witness could... Je vous demanderai de bien vouloir présenter aux témoins la vidéo CIV D15-00001-0570. À partir de l'horodatage 2 minutes 40 secondes à 3 minutes
31 secondes. C'est la séquence que j'entends montrer aux témoins. Monsieur le témoin, je vous demanderai de bien vouloir écouter attentivement et écouter cette vidéo et puis j'aurai les questions. Le 16 décembre prévu. Un assaut militaire sont donnés à la branche armée, la rébellion des forces nouvelles. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme si les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45-8 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Ce jeu. Premièrement, est-ce que vous êtes dans une position de confirmer que c'était Guillaume Soro qui parlait? Il est malade. Je ne le crois pas. Les cassettes vidéo, ce ne sont pas des preuves. C'est Blé Goudé qui a peut-être envoyé cette cassette vidéo. Ça y est, pronto. Mais Jésus voit ça, c'est rien. Est-ce que pendant les 10 années que vous étiez membre du RDR, vous avez vu l'image de Guillaume Soro sur la télévision ou réellement devant vous? Lorsqu'il était ministre, je l'ai vu à la télévision. Alors, est-ce que c'est votre position que l'homme qu'on vient de voir sur cette vidéo n'est pas la même personne, n'est pas Guillaume Soro? Est-ce que ça, c'est votre position? Est-ce que c'est Guillaume Soro sur la vidéo? Je pense que c'est un montage. Je ne crois pas à cette image parce que moi, j'ai été témoin de tous ces événements. Ça, c'est un monté. C'est monté par Blé Goudé et puis ils ont montré des gens qui ont été brûlés. On a accusé les djoulas. Lorsque vous voyez quelqu'un avec un caftan, il faut le brûler. Et puis, lorsqu'il porte également un gris-gris, non, je ne peux pas croire. Je ne reconnais pas cette vidéo. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Essayez de répondre à la question que je vous pose, monsieur le témoin. Est-ce que cet homme
l'image de cet homme dans la vidéo que vous venez de voir, cet homme qui parlait aux soldats, est-ce que c'est l'image de Guillaume Soro ou est-ce que c'est une autre personne? Je vous ai dit que je ne crois pas en cette vidéo. Vous savez, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas répondre. Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça, c'est un montage. Moi, je ne réponds pas, ça, il n'y a pas de réponse. Mr. Witness, Président, monsieur le témoin, permettez que j'intervienne quelques instants. Vous êtes ici, vous avez l'obligation de dire la vérité. Vous avez prêté serment de dire la vérité. Vous n'êtes pas ici pour commenter, mais pour répondre à des questions. La question était très précise et donc je vais vous la reposer. La personne que vous avez vue sur cette séquence vidéo, la personne sans uniforme, je pense, en dehors du fait de savoir s'il s'agit d'un montage ou pas, ça n'a pas d'importance. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, ça n'a pas d'importance de savoir si vous pensez que c'est un montage ou non. La question est, reconnaissez-vous cette personne comme étant Guillaume Soro, oui ou non? Voilà, c'est ça la question. not what you Et non pas, la question n'est pas de savoir si ce que vous pensez de cette séquence vidéo dans sa totalité. C'est bien Guillaume Soro. Okay, thank you. Le président, merci. C'est tout. Ça ne sert à rien de faire tous ces commentaires à ce sujet. Vous avez la parole, maître. Thank you, Mr. President. Merci, monsieur le président. Il y a un moment, vous avez dit que vous ne croyez pas à cette vidéo. Est-ce que vous avez vu cette vidéo avant sur la télévision? J'ai vu beaucoup de vidéos de ce genre portées sur les jeunes. Ce sont des vidéos où on montre des gens qui ont été tués. C'est un montage. Et Soro parle, il montre les gens qu'on frappait. C'était exactement la même chose que j'ai vu à la télé. J'ai vu des gens qui ont été brûlés à Yopougon, dans mon quartier. Est-ce que vous avez vu les images comme ceci où Guillaume Soro est en train de parler aux hommes qui sont armés et en uniforme? Est-ce que vous avez vu les images comme ça avec Guillaume Soro? J'ai vu beaucoup à Abidjan avec les garçons, c'est ce qu'ils donnaient pour prouver qu'on a brûlé et qu'ils sont en train de tuer des gens. Donc, que les jeunes ont monté les barrages pour brûler les gens. Ce sont les mêmes images qu'on a montrées aux enfants. Est-ce que vous avez vu les images avec Guillaume Soro et des militaires avec lui? Est-ce que vous avez vu une image comme ça avant? J'ai vu à Yopougon, c'est ce que les jeunes hommes avaient et ont montré les gens qu'on brûlait. J'ai vu effectivement, et ce sont des vidéos que Blé Goudé a distribuées. J'ai bien vu cela.
Il y en a même d'autres qui sont plus graves. À cause de ça, ils vont commencer à brûler. Donc, quand vous avez dit avant le week-end que vous ne connaissez rien sur les hommes armés sous le contrôle de Soro, ça, ce n'était pas juste. Vous connaissez quelque chose là-dessus. Je n'ai pas dit cela. On m'a demandé de... Je ne me rappelle pas avoir dit que j'ai vu Guillaume Soro en compagnie d'hommes en uniforme. Je ne l'ai pas fait cela. Je vous ai dit que je ne suis pas militaire. Guillaume Soro, il a un problème avec les militaires. Les militaires ont un problème, ils ont un problème. Ça, ce sont les problèmes des militaires. Moi, je ne suis pas concerné par ce genre de problème. Alors, les questions que vous me posez sur l'appel que Guillaume Soro a donné... Votre même qui a fait appel à ces militaires. Ça, là, c'est pas ça. J'ai bien vu ça sur les sites. Mais ça, là, ça, c'est vraiment monté. Tuer les gens soi-disant et montrer cela, ça énerve. Mr. President, this is obviously the first time that... Monsieur le Président, c'est la première fois que nous apportons une pièce dans le prétoire. Donc, je vais vous demander, Monsieur le Président, ce que vous pensez. Normalement, je vous demanderais de lui accorder une cote, mais je sais que la Chambre a rendu une décision concernant l'admissibilité concernant à la fin de l'affaire, mais peut-être qu'il faudrait avoir des cotes tout de suite. Le Président, c'est au greffe de décider, mais... Nous avons donc cet élément de preuve qui est soumis afin de poser des questions et tout dépend en fait des réponses qui seront données. Alors, donc, je pense que ça a été noté dans les métadonnées par le greffe, Maître Hochet. Et ma proposition, ce serait peut-être plus facile de suivre les éléments de preuve si on leur donnait une cote comme D1 par exemple, parce que si j'ai bien compris, ce document a déjà une cote ERN. Le président, monsieur le procureur, je me lève parce que au cours de mon interrogatoire du témoin, je me demandais ce que nous devrions faire et d'après ce que j'avais compris, on conserve les ERN et vous avez rendu une décision qui concerne tout. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une décision séparante pour les EVD. Le président, on conserve le même système de cote, le procureur. Donc, pour les éléments de preuve qui ont été montrés, le témoin donne ses réponses, etc. Mais je suis très ouvert à une modification du processus. Je suis d'accord pour que les choses soient rendues plus simples. Le président, personnellement, je ne connais pas très bien tous ces détails techniques, mais autant que je sache, il y a une note qui est insérée. Peut-être que vous pourriez expliquer mieux que moi comment nous procédons. Le greffier d'audience. Oui, Monsieur le Président, avec votre permission. Les documents n'auront qu'une cote ERN, comme cela est spécifié dans la décision, et les éléments qui ont été téléchargés dans Ringtail recevront une annotation chaque fois qu'ils sont utilisés avec un témoin. Donc, les métadonnées seront à noter. Il y aura donc une métadonnée qui indiquera le statut du document au cours du procès et s'il y a un commentaire qui a été formellement fait par le procureur, la défense ou le représentant légal des victimes, cela sera indiqué à ce moment-là. Et dans les notes, il y aura également donc une mise à jour des métadonnées. Il y
y aura une note qui disant que tout ça, ces métadonnées sont disponibles pour tous les parties et participants. Et il y aura un tableau qui sera fourni avec toutes ces métadonnées qui sera fourni à tout le monde, aux parties participants, de manière hebdomadaire au fur et à mesure que les témoins seront cités. Et il y aura... qui sera mené une fois qu'un témoin sera terminé. Le président, ça me semble très bien, très simple. Le procureur, oui, ce serait bien que pour chaque témoin, on puisse vérifier que les renseignements sont exacts. Et j'en profite, Monsieur le Président, dans la mesure où je suis debout pour discuter de quelque chose, pour parler du fait que mon contradicteur essaye de contredire le témoin sur un témoignage précédent. Vous savez qu'en général, ce qu'on fait dans tous les procès, c'est on cite de façon exactement la transcription, de façon à ce qu'on puisse s'y reporter. Et évidemment, avec ce qui s'est passé ce week-end, j'ai un peu oublié ce qu'a dit le témoin la semaine dernière, donc ça m'aiderait à me remémorer la chose. Le président, je me rends compte qu'il n'y a pas eu vraiment de partie particulière de la déclaration qui ont été contestées, mais cela étant, s'il y a effectivement une partie particulière que je voulais citer, il faut la lire de façon à ce que ce soit dans la transcription, de façon à ce qu'elle apparaisse donc dans la transcription. Maître Auchet, bien entendu, je vais essayer d'aider mon contradicteur autant que possible et la Chambre de façon à ce qu'il ne se perde. Ce que dit mon contradicteur, c'est quand j'ai dit que vous avez déjà dit avant le week-end que vous ne saviez rien concernant des hommes armés, ça n'était pas vrai. C'est de cela que parle mon contradicteur. Et la raison pour laquelle je n'ai pas cité de ligne particulière de la transcription, c'est parce que c'était spontané, c'est en réponse à quelque chose qu'avait dit le témoin à ce moment-là. Mais bien entendu, quand je prépare mes questions, j'essaye d'avoir la référence de la transcription autant que faire se peut. Donc, monsieur le témoin, quand vous avez parlé de la déclaration de Guillaume Soro sur la radio, et je parle du transcrit anglais, I'm speaking about the English Ici, je parle de la transcription 91.5, 19.5, c'est-à-dire que c'est à la page 19, ligne 5 de la transcription en anglais de jeudi. Vous avez expliqué à la Chambre que ce que Guillaume Soro a fait, c'est qu'il vous avait invité, il vous avait dit de soulever vos mains et de montrer vos mains à Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes clair dans votre tête que ça, c'était les mots exacts que Guillaume Soro a utilisés? Oui, je crois. Et puis j'ai entendu sur la radio ici. Donc ce que vous m'avez montré ne correspond pas à la vérité, en revanche. Je crois effectivement à ce que j'ai entendu. Parce que si je n'y croyais pas, je ne l'aurais pas dit. Parce qu'on ne m'a pas forcé à venir ici. Donc, l'expression « soulever les mains » et les montrer à Laurent Gbagbo était bien l'expression que Guillaume Soro a utilisée sur la radio.
Et vous êtes sûr de ça? Je ne savais pas vraiment que j'allais venir ici, sinon j'aurais enregistré ces propos. J'y crois, je n'ai ajouté absolument rien à ces propos. Pour une fois, s'il vous plaît, essayez de répondre à la question, parce que la question est très précise. Cette expression, sur lever les mains et montrer les mains à Laurent Gbagbo, est-ce que ça, c'était l'expression qui a sorti de la bouche de Soro? Est-ce que vous êtes sûr? Effectivement, c'est lui qui a fait cette déclaration sur la radio ONUCI. Et ce que vous avez montré, bon, je ne suis pas au courant, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous ai rapporté. J'ai entendu sur la radio de l'ONUCI et la télévision. À l'époque, il y avait seulement la télévision RTI. Donc, moi, j'ai seulement entendu à la radio qui était à sa disposition à l'époque, à savoir la radio de l'ONUCI. Quand vous avez donné votre déclaration au procureur à Abidjan il y a une année, and this is at paragraph 40 of the statement. Et c'est au paragraphe 14 de votre déclaration. Vous avez dit que Guillaume Soro a dit comme suite. Vous avez dit, il demandait de venir sans armes et sans effet. Il a ajouté qu'il fallait qu'on dise que cette fois, on a fait notre choix et que ce choix, ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. Effectivement. Là, vous n'avez pas expliqué que Soro a dit qu'il faut soulever les mains et montrer les mains à Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas dit ça au procureur. Pourquoi? Vous-même vous êtes trompé ici. Vous vous êtes trompé ici. Vous-même, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. J'ai été témoin de cela. J'étais assis ici, n'est-ce pas? Monsieur le témoin, on m'a informé que vous mélangez les langues un peu entre le dioula et le français. Il faut éviter de faire ça parce que ça fait le travail des interprètes un peu difficile. Donc, choisir la langue dans laquelle vous voulez parler, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, je vais répondre en dioula dorénavant. Council, just one question. Le président, et une question de ma part. Est-ce que vous avez cité la déclaration écrite? Est-ce que vous l'aviez déjà citée? Ou est-ce que vous avez résumé quelque chose? C'était une citation? I began by... Maître Ochet, j'ai commencé par citer la transcription de la procédure devant la Chambre concernant ce que le témoin avait dit sur ce que Guillaume Soro avait dit. Et ensuite, j'ai pris la déclaration et je l'ai citée telle qu'elle, où j'ai cité ce qui était écrit au paragraphe 40. Le président, mais ça n'apparaît pas sur la transcription ici qu'il s'agit d'une citation. Donc, je vais vous demander de dire que vous avez cité et à quel paragraphe, de façon à ce que cela apparaisse au compte-rendu. Le maître Ochet, oui, vous avez tout à fait raison. Je suis désolée que ce n'ait pas été clair. Le procureur,
Maître Hochet, un instant s'il vous plaît, Maître MacDonald. J'ai immédiatement rectifié moi-même en disant au compte-rendu que la phrase que j'avais citée était telle que suit. Sans armes et sans effet, il a ajouté qu'il fallait qu'on dise que cette fois, on a fait notre choix et que ce choix, ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. So that is a quotation. Donc, c'est une citation de la paragraphe 40 de la déclaration. Je le dis au fin du compte-rendu d'audience. Maître MacDonald, le président. Mr. O'Shea, Le président, vous faites encourir les mêmes problèmes aux interprètes que le témoin, parce que vous passez d'une langue à l'autre. C'est les interprètes qui viennent de nous le dire, Maître Hochet. Je promets à la Chambre et à tout le monde qui est présent dans le prétoire, en particulier après les commentaires de M. MacDonald concernant mon français. Pour tous les témoins, après celui-ci, je continuerai en anglais. Le président, M. MacDonald, je voulais simplement clarifier la procédure. Donc, si nous citons la transcription de la déclaration, il nous faut également la cote ERN qui est sur la première page et donc ainsi que la page exacte ERN de la transcription ce serait très utile. Le président, je suis tout à fait d'accord, Maître Hochet. Donc c'est une déclaration qui est très courte. L'ERN de la page à laquelle je me suis reportée est CIV OTP 0073 1034. Le président, merci. Donc, monsieur le témoin, après avoir entendu cette partie de ce discours de Guillaume Soro sur la radio, comme vous avez expliqué, après cela, je parle de le temps immédiatement après cela, quand vous êtes questionné par le procureur dans cette salle, sur ce qui se passait après. And this is page. Et il s'agit de la page 19 du compte-rendu du 2 mars 2016. I'll read from line 12. Je vais lire à partir de la ligne 12. Ceci, c'est ce que vous avez dit, monsieur le témoin. After hearing that statement Après avoir lu cette déclaration concernant la station de radio de l'ONUCI, nous avons pensé que ça rendrait la raison à Gbagbo. Et après que nous ayons manifesté, si nous montrions les mains nues, nous pensions qu'il allait donc changer sa position. Donc nous avons décidé de le faire le 16 décembre 2010, c'est-à-dire le lendemain. Le témoin, et encore une fois, c'est une question très précise. Vous avez entendu le message de Guillaume Soro. Est-ce que c'était le lendemain, le 16 décembre, que vous avez pris la masse? La déclaration a été faite, mais ce n'était pas le 16.
ensuite, nous avons participé à la marche. Donc, tout ce que j'ai dit dans ma déclaration correspond à la vérité. Je n'ai rien ajouté. Peut-être que vous savez que des fois, dans vos propos, il y a un mot qui peut être omis. Donc, cela est tout à fait normal. Le procureur, je fais l'objection. Mais à quoi, dit Maître Hochet? Le témoin ne dit pas. Maître Hochet, le témoin a simplement donné une réponse. Vous citez une transcription en anglais qui n'est pas exacte et vous le savez très bien. C'est la raison pour laquelle je formule cette objection. Désolé, Monsieur le Président. Mais je n'interromps pas simplement pour le but d'interrompre. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Je veux que les choses soient bien claires. Mais la transcription en anglais, ce que vous avez cité, n'est pas exact. Les termes qui sont utilisés sont en français et ne sont en français, bien que cela n'apparaisse pas dans la transcription en anglais. Et peut-être que nous devrions également citer la référence de la transcription. S'agit-il de la transcription en temps réel ou la transcription corrigée, parce que vous parlez de date et cela n'est pas clair du tout. Le président, de toute façon, c'était pas le 22 mars, de toute façon, c'est ce que j'ai noté. Si je voulais attendre la fin de l'audience pour préciser les choses à ce sujet. Le Président, je crois que de toute façon, nous devrions toujours citer les choses dans la langue originale. Ici, c'était de Djoula en français. L'anglais, c'est encore une langue, une deuxième langue par la suite. Donc, je vous aurais interrompu la semaine dernière également parce que c'est déjà quelque chose qui s'est passé. Je voulais l'éviter parce que je ne savais pas si le français que vous utilisiez était exact. Donc, je ne l'ai pas fait cette remarque. Mais effectivement, Maître Hochet, Monsieur le Président, je comprends très bien que si on traduit de Djoula en français et ensuite de français en anglais, évidemment, à ce moment-là, c'est plus utile de citer la transcription en français. Mais il y a deux difficultés ici. La première difficulté, c'est que lorsque je parle en anglais aux témoins, c'est plus difficile pour moi de ne pas citer la transcription en anglais, mais c'est plutôt un problème qui se posera à l'avenir. Le problème qui se pose maintenant, tout de suite, c'est que j'ai préparé mon contre-interrogatoire en fonction du compte-rendu en anglais. Donc, maintenant, s'il faut que je refasse tout avec la transcription en français, et je comprends que peut-être cela aurait été mieux, ça risque de ralentir un peu les choses toutefois. Donc, dans les circonstances actuelles, je préférerais pouvoir continuer à citer le compte-rendu anglais et je ferai en sorte à l'avenir de travailler avec la transcription en français. Le Président, pas de problème, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des contestations ici qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas précises exactement. Maître Hochet, oui, je vous demande un instant, Monsieur le Président. Maître Hochet, très bien. Je vais vous poser cette question. Après que vous avez entendu le message de Soro, est-ce que vous avez parti, est-ce que c'était sur le 15? C'est-à-dire, est-ce que c'était le jour avant que vous êtes parti pour votre démonstration? Non, c'était 3 jours, peut-être plus de 3 jours avant la marche. Ce n'est pas le jour où nous avons entendu le discours que nous avons fait la marche.
À peu près 3 jours avant, nous avons entendu le message, je veux dire avant la marche. Ce n'est pas le même jour qu'on a entendu le message qu'on a fait la marche. Et pendant ces 3 jours, est-ce qu'il y avait un moment que vous avez essayé de travailler ou est-ce que vous n'avez pas travaillé du tout? Nous garions nos véhicules à Vridi. Nous allions le matin. Quand il y avait un bon, on prenait la marchandise et on allait charger. S'il n'y avait pas de bon, nous revenions à Yopougon, à la maison, et on attendait. Mais à cette époque-là, nous allions, il n'y avait pas de bon et on revenait à la maison. Et on venait donc s'asseoir l'après-midi. On ne pouvait pas travailler à l'époque. On allait, il n'y avait pas de bon. On charge de la citerne avec des bons. Donc, est-ce que c'est le cas que pendant ces 3 jours-là, vous êtes sortis pour essayer de travailler, mais chaque jour, puisqu'il n'y avait pas de bon, vous êtes revenu pour l'après-midi, si j'ai bien compris? Effectivement, quand il n'y avait pas de bons, je revenais à la maison. Les bons sont en fait des commandes. Quand les gens font une commande, il y a un bon. Quand il n'y a pas de commande, il n'y a pas de bon. Donc, il n'y avait pas de bon jusqu'au jour de la marche. Je vous dis qu'il y avait de l'agitation et les propriétaires de stations, les sociétés, n'achetaient plus de gasoil. Donc, nous allions, mais il n'y avait pas de travail. Maître, je vois la pendule qui tourne. Madame, messieurs les juges, il serait peut-être bon de faire la pause, si cela vous va, bien sûr. Le président, on aurait pu tenir encore 5 minutes, mais nous pouvons très bien lever le débat maintenant et nous allons donc lever la séance et nous reprendrons à 14h45. Merci.